Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h, rediffusion dimanche 17h. Les gars, bonjour. Bonjour Peggy. Oui, bonjour Peggy, bonjour aux amis auditeurs. Chers débatteurs, bienvenue. On est vendredi, et c'est désormais un quartier libre sur point 7. On va quand même pouvoir se prononcer, analyser, décortiquer quelques bons faits, quelques faits majeurs de l'actualité. Mais Hilario Kayon, qu'est-ce qui fait l'actualité d'Abomey Calavi aujourd'hui? Abomey Calavi, qu'est-ce qui fait l'actualité? Je crois il semble que ça pue un peu à la mairie d'Abomey Calavi. C'est ça qui a été le petit déjeuner de quelques journaux au début de la semaine. Et aujourd'hui aussi, quelques gens sont revenus là-dessus. Il s'agit de la gestion des carrières, sauf erreur. C'est ce que j'ai vu comme le menu à Calavi depuis 72 heures. Il paraît même que ça a suscité le déplacement du préfet de l'Atlantique. Est-ce que vous en savez un mot? Oui, sauf erreur, le préfet a été à Abomey Calavi hier seulement pour essayer de travailler avec le maire et le conseil communal pour s'imprégner des problèmes réels qui a commencé par faire l'actualité au sein de la municipalité depuis un certain moment. Des mesures ont été prises, mais je ne saurais dire la quintessence de ces mesures parce que je ne suis pas encore... Je n'ai pas encore cherché à m'informer davantage. À savoir, c'est sûr que les lecteurs dès lundi en sauront un mot, puisque votre journal se fera le plaisir d'en parler, c'est sûr. Bon, attendons de voir. Julien Kitty, vous venez de Cotonou, qu'est-ce qui fait l'actualité? Entre Cotonou et Abomey Calavi, c'est désormais une affaire juste de frontières qu'on a du mal même à définir. Et donc, il n'y a pas un mur de Berlin. Non, donc Abomey Calavi, ça m'intéresse beaucoup. Ouais. Et je tiens à presque exiger de monsieur Kenyon que Défi Info puisse donc, comme à son habitude, du traitement efficace et professionnel des gros dossiers, puisse nous offrir un dossier complet dès le lundi. Et pourquoi pas commencer déjà par annoncer les couleurs sur les réseaux sociaux pour que dès le lundi on puisse avoir un gros dossier. Est-ce que oui ou non le maire Angelo Évariste Abrandino est dans de beaux draps? Est-ce qu'il est vraiment convaincu de faire répréhensible par rapport à la gestion des carrières, du sable et autres? Parce qu'à Abomey Calavi, après les affaires domaniales, c'est vraiment l'autre vache à lait et qui est souvent trait par les autorités d'Abomey Calavi. Mais bon, je pose encore la question, est-ce qu'il est vraiment convaincu de faire répréhensible? Il faut que des instances assez bien placées pour nous en dire la vérité le fassent. C'est-à-dire que, par exemple, qu'il y ait des commissions... Déjà, c'est déjà bien que... Vous appelez déjà la criette à aller fouiller? Forcément pas comme d'autres le disent. 1, 2, 3, on dit, bon, le maire, la criette, le bip... Et bon, ça c'est les journaux, ils sont dans leur rôle. Ah non, mais ces expressions aussi, certainement, c'est pas pour le bon moral des autorités, même quand elles ne sont pas impliquées réellement. Donc, il faut que ce soit clarifié parce que c'est très important. Le maire d'Abomey Calavi, il succède à une série, donc un certain nombre d'anciens maires qui ont eu des problèmes. Tous ont eu des problèmes avec la justice. Et donc, c'est clair qu'il doit être celui qui est le plus averti pour ne pas tomber dans ces travers-là. Donc, avant la justice, il faut donc que les médias, donc le quatrième pouvoir, puissent nous édifier. Et moi, je compte beaucoup sur Défi Info. Et ça, donc si le lundi matin, on n'a rien... On en reparlera. On va attraper le pantalon. En tout cas, le directeur général de Défi Info est dans ce studio, donc il est très bien on reviendra là-dessus dans cette émission. Parce que comme il a dit, nous sommes dans une émission, point 7 est suffisamment sérieux et il faut colmater les brèches ou bien il faut faire les bons recoupements d'informations. Les bonnes enquêtes. Avant de commencer par faire les commentaires qui sont complètement libres par ici. Tout à fait. On parle de près de 600 millions qui auraient été distraits. Même gros, c'est assez gros, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Donc on va laisser le soin au directeur général de son quotidien, Défi Info, pour nous rendre compte la semaine prochaine. Mais en attendant, on va parler un peu aujourd'hui de ce report s'inédié de la tournée gouvernementale, mais qui, ma foi, a démarré jeudi. Ministre d'État Pascal Irénée Koubaki était dans la journée à la mairie d'Abomey Calavi pour rencontrer les
population également. D'autres ministres, Mathis Adidjatou était dans l'Atlantique, j'allais dire le littoral, voilà, à Cotonou. Et puis, Abdoulaye Biotchane et sa délégation étaient dans le Nord. Nous en parlerons. Nous parlerons également de la suppression des 10% que revendique désormais l'opposition à visage découvert. On a maintenu un peu une certaine, comment dirais-je, un certain mythe autour de tout ce qui a été dit au médiateur, mais ça commence à sortir. Il revendique, la suppression de ces 10% ou des aménagements en tout cas de cette loi. On parlera également du délestage. C'est vrai que le ministre de tutelle s'en est défendu, le directeur général de la société distributrice aussi. C'est pas des coupures intempestives, c'est pas non plus le retour du délestage. On en parle aussi puisque nous avons quand même des coupures de plus en plus longues en durée. Et puis, l'affaire du siècle sur les réseaux sociaux. Ne vous en faites pas, c'est coup de nous pour Martin qui est en train de se faire les gorges chaudes sur son émission. Et ça ne va pas nous empêcher, de faire la nôtre. Affaire portée pour tard quand le gain facile humilie nos sœurs à Dubaï. Ilayon Kayon. On commence par la fin pour le début ou on commence par le début pour la fin? La fin, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une dédication majeure. C'est cela. Allons-y. C'est vrai que ce qu'on a observé dans ces derniers temps, ce n'est pas bon. Et ça n'est pas de nos jours, c'est parce que on assiste aujourd'hui au développement des mass médias que ça va être popularisé. Mais c'est un fait imputé aux géniteurs, aux parents d'enfants. Parce que ce à quoi on assiste aujourd'hui, les enfants sont de plus en plus enclins vers la facilité. Les enfants ne veulent plus souffrir comme leurs parents, mais ils veulent voir là où se trouvent leurs parents, mais ils ne veulent pas savoir là où leur parent a quitté pour être là où il est. Et donc ça devient de plus en plus compliqué et ça interpelle les parents d'enfants. Les parents d'enfants, parce que le truc, c'est pas de dire j'ai l'argent, j'envoie mon enfant dans une école privée, après il va à l'université, il va à l'ENA, il va dans les grandes écoles. Le truc, c'est pas de faire ça. Parce que à force d'envoyer l'enfant toujours face à la facilité, aller fréquenter les grandes écoles, il se dit la vie est toujours comme ça. Nous, on avait marché près de 2 km chaque matin et à midi, on retourne encore à la maison obligatoirement. On reste même pas à l'école. À midi. À midi. Il faut le dire. Et tu rentres à midi sans l'assurance d'avoir quelque chose sous la dent. Tu rentres, si tu vois un peu de gari quelque part, tu la mets sur la dent et tu te retournes. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. L'enfant, dès qu'il est allé à l'école à 8h, le parent se soucie de ce qu'il va manger. Et ça rend stressant même certains parents. Et c'est de ça qu'il s'agit actuellement. Il faut qu'on apprenne à manger du gari, de la sauce sans poisson, aux enfants. Il faut qu'on les apprenne à marcher. Je vais vous rappeler une petite anecdote. Oui, vas-y. Non, puisque vous parlez de gari, et tous ici dans ce studio, nous y avons goûté, mais il y avait une manière particulière dont nous, on prenait le gari quand on était dans les basses classes à Boycon. Vous rentrez, votre maman fait la sauce de palme Demsono, là. Vous prenez les noix que vous concassez, et vous prenez la menthe avec un peu de sel dans le gari, mais je vous assure, allez essayer. Non mais c'est ça. Donc aujourd'hui, quel enfant a ce goût-là aujourd'hui? Aucun enfant. Aucun enfant. Quand tu vois un enfant en train de manger du gari, c'est comme si il mange pas du gari. Tu vois du lait, tu vois du sucre, tu vois un peu de tout. Donc ce n'est plus du gari. Le gari est dénaturé. Donc c'est un appel qu'il faut lancer. Un gari enrichi. Le gari enrichi est dénaturé. Et donc les enfants pensent que c'est ça qu'il faut avoir à tout moment. Non, ce n'est pas possible. Et quand tu vois un parent aujourd'hui qui n'a pas de l'œuf, on dit vraiment qu'est-ce que l'enfant va dire? Non, c'est pas éduquer l'enfant ça. C'est ça. Il faut éduquer l'enfant au beurre comme on peut l'éduquer à manger le gari nature, pas le gari que nous observons. Le gari enrichi. Moi je ne vois plus les enfants manger du gari. On n'a même plus ça à couleur. Regardez, imaginez le goût de l'eau du gari. Vraiment. L'eau du gari. Qui étanche vraiment la soif. Le goût de l'eau du gari. Ils boivent du gari avec du lait, avec du sucre, tout. Donc bref, moi ce phénomène qui se développe est dû aux parents eux-mêmes. C'est les parents eux-mêmes qui ne veulent pas apprendre aux enfants qu'on gagne à la sueur de son front. Eux, ils luttent jusqu'à... Vous imaginez que l'enfant ait le bac et qu'on l'amène encore à l'école, qu'on l'amène à traverser le goudron avant d'aller à l'université. Vous imaginez, c'est vrai que les enfants aujourd'hui, à un certain âge, ont rapidement le bac. 16 ans, 17 ans ou, même à 14 ans. 22 ans, 23 ans, voilà. Vous êtes déjà un vieux adulte. Mais ce n'est pas que ça. Que les sauces commencent à être préparées sans poisson. Et qu'on apprenne aux enfants que les jours peuvent arriver sans qu'on retrouve du poisson dans les sauces. Que les garis soient en train de commencent à être mangés de manière naturelle. Et que le coucou soit divisé en deux. Et qu'une partie soit remise à l'enfant pour dire, c'est ça qu'on a, mange ton gari avec. Et que des fois, même l'enfant mange le gari même sans le coucou. Parce que ce qui se passe aujourd'hui est dramatique. Quand les gens montent sur les masses médias, sur les réseaux sociaux, et ils voient un appel là-dessus, parce qu'il a déjà mangé
Gary sans coucoulis, ou bien il a mangé son spaghetti sans le fruit 2 fois, il se dit qu'il fait déjà trop de Dieu au pays, il faut que je sorte. Donc il n'y a rien à l'extérieur, absolument rien à l'extérieur. Mais au point d'aller bouffer de la merde. Il faut dire le truc au centre. Aïe. Ils vont bouffer du caca. Ça fait même pas bien à entendre. Malheureusement, c'est ça qu'il s'agit. Oh là là. Il faut que les parents reprennent leurs responsabilités. Il y a une fuite de responsabilité notoire qui s'observe au niveau des parents de nos jours. Il faut que ça soit repris et que l'Église joue son rôle. Puisque l'Église complète l'éducation que l'enfant reçoit à la maison. C'est vrai, c'est une certaine éducation non formelle, mais il est important, si l'enfant doit aller à l'église, il faut qu'on développe aussi ces aspects-là. Il ne faut pas qu'on ait dit seulement Jésus aux enfants. Il faut que le prêtre ou le célébrant apprenne aussi à l'enfant. Le pasteur apprenne à l'enfant qu'on ne gagne le musulman, voilà. L'imam et autres, ne gagne sa vie qu'à la sueur de son propre front. On ne peut pas vouloir gagner sa vie aussi fatalement. Parce que nous les voyons venir, ils viennent. Il y en a même qui meurent, on dit tel enfant. Vous voyez de plus en plus accru ces derniers temps, des images qu'on distribue sur les réseaux sociaux. Il est ressorti du Bénin, il est mort dans telle ville, on est à la recherche de ses parents pour libérer le corps. Il est mort à la suite de quelle activité? On ne sait pas. Et ça se développe. On a tendance à dire, on va à l'étranger. Je vais aller à Dubaï. Je vais aller en Turquie. J'ai une copine qui est là-bas, il m'a dit de venir. Mais vous y allez pour faire quelle activité? Il faut que les parents sachent ce que l'enfant veut aller faire avant d'autoriser que l'enfant voyage. Parce que... Vous parlez des parents, Hilarion Caillon, mais beaucoup de parents ne veulent même plus savoir ce que font leurs enfants et pour apporter autant d'argent à la maison. L'essentiel, on leur apporte les sous, ils prennent et puis le problème est réglé. Combien de parents... Non, ce que tu dis est d'autant vrai que on se dit, mais où va le monde? C'est pour ça que l'appel là est pressant. Il faut que les parents reprennent. L'enfant n'a pas demandé à venir au monde. Nous avons mis les enfants au monde. Il faut qu'on le sache. Que l'enfant, parce qu'il vient, il achète 1 kilo d'aileron, il prépare, on mange, on rit. Mon enfant là, il est sérieux, hein. Il cherche l'argent. Hein. Il cherche l'argent comment? Il cherche quel argent? L'enfant qui achète. Comment cherche-t-il cet argent-là? On dit, mais lui au moins, il a acheté comment chercher l'argent maintenant, il a acheté parcelle, il a de voitures. Ce n'est pas l'éducation, ça. Tu dois savoir est-ce que ce que l'enfant gagne est proportionnel à ce qu'il fait comme travail. Ce que l'enfant veut aller faire à l'international, il va aller faire quoi? Quel ami lui a trouvé le job? Quel job qu'il veut aller faire? Au besoin, tu t'y investis sérieusement avant de commencer. Nous avons des représentations diplomatiques dans beaucoup de pays. C'est vrai que beaucoup ont été supprimés à l'avènement de la rupture, mais il y a toujours des moyens pour vérifier si le parent s'y met. Si c'est l'intelligence de l'enfant seul, l'enfant est vite floué que si le parent s'y mêle. Donc il faut que les parents se mêlent. Pas parce que l'enfant a amené un document à la maison pour dire j'ai une copine qui m'a trouvé d'emploi à Dubaï. J'ai une copine qui m'a trouvé d'enfant à Paris. J'ai une copine... Non, ce n'est pas ça. La copine est de quel parent? Je dois aller voir les parents de l'enfant. Comment elle est partie là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Quelle activité réelle que l'enfant mène là-bas? Il faut-il s'arrêter à ce qui est mis dans le document? C'est qui on aime son enfant. Je crois qu'il faut mener cette démarche-là. L'enfant n'est pas demandé à naître. Nous les avons mis au monde. On ne doit pas fuir nos responsabilités. Ce n'est pas possible. Et donc, personne n'a demandé à quelqu'un de faire beaucoup d'enfants. Fais les enfants, mais il faut t'en occuper. L'enfant n'est jamais... C'est une question de responsabilité. Ouais. La plupart de ces enfants, c'est des jeunes adultes. 21 ans, 22 ans, 23 ans. Si c'est trop, c'est 25. Qui s'adonnent à ces activités-là. Mais on va fonder... vous voyez, au nombre de ces enfants qui s'adonnent à ces activités, s'ils étaient bien suivis, on va trouver beaucoup de cas dedans qui seraient utiles à leur pays. Et donc, c'est un appel à lancer à tous les dirigeants africains. Ça va de plus en plus accru. Les parents abandonnent leurs activités et quelque part ailleurs, les dirigeants offrent quelle possibilité d'installation aux parents pour qu'ils puissent souvenir à leurs besoins. C'est encore là le problème. Totalement. La politique de lutte contre la pauvreté des gouvernements africains. C'est encore là un gros problème. Tu entreprends quelque chose aujourd'hui, les taxes te sont déjà à la porte. Tout ce que tu as pour incurgiter dans... Tu peux faire les meilleures études de terrain au monde. Tu démarres, les taxes viennent en même temps. Au même moment. Sous d'autres cieux, on te permet de travailler sans payer les taxes pendant 3 ans. Au moins, il y avait 1 an d'exonération. Mais il faut même aller au-delà. Dans des pays sérieux encore, les dirigeants s'investissent dans ton activité pour voir comment ça évolue. Si vous donnez un coup de pouce, on va le faire. On n'a pas de banque d'investissement. On n'a rien du tout. Mais au même moment, les chats sont là, les chats-filles sont là, auxquels il faut faire face. Donc, le problème, c'est il faut une solution gouvernementale et une solution parentale. Solution gouvernementale, il faut les conditions appropriées soient mises à disposition des parents pour qu'ils puissent, ceux surtout qui sont dans les services privés, dans le secteur privé, puissent faire absolument face à leurs charges, aux charges qu'ils créent pour que l'enfant ne puisse pas s'adonner à ces jeux qui vont à l'antipode de la dignité humaine.
vraiment, puisque vous parlez de dignité humaine, Julien Kitty, vous êtes je sais que vous êtes impatient de prendre la parole, mais vous n'allez pas aller encore sur les pans développés par Hilarion Kenyon, mais on parle de dignité, et ces filles-là acceptent vraiment d'aller jusqu'à ce niveau-là, dans le descendant, dans l'égout carrément, avec leur bouche, leur langue, nettoie le derrière. Soit d'accord pour bouffer, mais est-ce qu'on peut encore parler de dignité à ce niveau? Non, mais c'est vous qui êtes dans la mauvaise position pour apprécier quelque chose. Il faut se mettre dans le contexte. Aïe. Non, c'est vrai. Aïe. C'est vrai. Ne me le demandez pas. Non, je pense même pas à l'exercice. Non, pas à l'exercice. Mais il faut rentrer dans leur psychologie. Il faut il faut pas se positionner en directeur de conscience pour ces filles-là. Vous n'allez rien régler. Vous n'allez rien comprendre. Et tout ce que M. Kenyon a dit, ce qui est très utile dans ce qu'il a dit, c'est la balle qu'il renvoie aux parents. Et là, la nuance, c'est que les parents peuvent au moins, s'ils travaillent bien, la société avec, les médias aussi, ils pourront couper le pont entre les générations qui viennent et celle qui est déjà foutue. Ça, je pèse mes mots. Les filles qui sont à ce stade et à côté d'elles, les gamins de 15 ans, 16 ans, les jeunes garçons que vous voyez à fond dans le phénomène de Gaiman. Donc ça veut dire que c'est carrément la réplique. Oui, ils sont féminine au phénomène de Gaiman. Oui, mais parce que ces filles sont d'abord les copines de ces Gaiman-là, donc des enfants qui n'ont pas l'âge, qui n'ont jamais travaillé et qui subitement commencent par conduire de grosses voitures, commencent par dépenser à foison, commencent par se mettre dans les orgies à tout point de vue, en termes de bouffe, en termes de femmes, et du coup, les filles elles-mêmes ont trouvé leur tuyau pour être dans la prostitution de luxe. Et dans l'évolution, dans le réseau de prostitution de luxe, vous tombez maintenant sur des volets où la vitesse de croisière est de mise pour avoir l'argent. En fait, la prostitution de luxe existait déjà. Mais là, même cette prostitution-là ne permettait pas à une fille, en 24 heures, en 48 heures, d'avoir autant de millions de dollars que celles qui vont à Dubaï pour aller faire ses sales besoins. On parle de 78 millions, D'accord. de dollars. Alors, avant, vous avez, ça c'est un phénomène qu'on connaît, des jeunes filles qui ne veulent pas travailler, qui se font, envoyer en l'air par les gros taux, qui ont un peu d'argent, qui leur font voyager dans les grands hôtels 5 étoiles, dans les capitales africaines et européennes. On connaît ce phénomène. Ouais. Alors, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que si vous ne rentrez pas dans leur psychologie, vous allez croire que c'est des gens qui veulent écouter ce que vous et nous disons là, pour cesser de faire ça. Parce qu'ils ont fini le tableau de la recherche d'une alternative. D'accord? Pour s'en sortir. Quelque chose qui peut les sauver. Très bien. Il y en a pas. Pour ces filles-là, vous leur posez des questions. Et d'ailleurs, il y a eu des vidéos que j'ai pu suivre sur les réseaux sociaux où des filles disent, j'ai suivi une Nigériane qui a dit, mais qu'elle ne comprend pas que les gens puissent s'attaquer à elle, qu'elle a couché avec un animal, quel est le problème, qu'elle n'a tué personne. Qu'il y a des gens qui coupent la tête aux gens pour se faire de l'argent. Parce qu'elle pense que c'est normal. Voilà. Donc elle pense que la société n'a plus de repères, la société n'a plus de perspective heureuse. Et comme tous les jours, elle entend que les gens se font de l'argent en coupant la tête des gens, en faisant des choses les plus horribles. On arrête des pasteurs qui sont braqueurs. On arrête des pasteurs qui sont homosexuels, des prêtres, des imams ou d'autres. Donc finalement, elles se disent, mais où se trouve le réarmement moral et spirituel? Je vous raconte très rapidement un échange que j'ai eu avec un oui, très rapidement parce que j'ai vu dans le phénomène de Gaiman. Je viens dans une rue, c'est Abomey Calavi ici, et il y a quelques années, je les croisais là, je ne les vois plus, et je leur dis, mais vous là, je les ai abordés, mais ce que vous faites là, c'est des gars qui s'expriment bien, quelqu'un parle allemand, l'autre parle chose. Et c'est vrai, on m'a soufflé, j'ai pas fait toutes les enquêtes, mais on m'a soufflé qu'ils sont dans cette activité, j'ai pas fait mes enquêtes. Mais quand je les ai abordés pour dire, mais vous savez, il y a des gens qui pensent que vous êtes dans telle activité et tout. Vous savez que c'est dangereux. Parfois on dit que après ça vous conduit dans des pratiques mystiques qui peuvent vous coûter la vie et tout. Je leur donnais l'exemple d'un jeune homme qui avait fait un accident avec sa nouvelle voiture. Les gens ont dit il est dans telle activité.
activités. Mais l'un d'eux m'a dit, mais grand frère, de quoi vous parlez? Connaissez-vous quelqu'un qui, moi, peut me faire quelque chose qui va me permettre d'avoir le milliard tout de suite? On peut dire derrière que dans 1 mois, dans 2 mois, je vais mourir. Je vais accepter. Wow, le carrément. jeune est prêt à avoir le milliard, même En si on 2 lui mois. dit en 2 mois, lui va mourir. Il est d'accord. Et je dis, qu'est-ce que tu ferais des milliards? Il dit non, mais tout au moins, il va passer quelques jours où c'est ce que lui décide qu'il fait dans sa vie. Wow. Il aura la voiture qu'il veut, il va conduire, il va construire la maison qu'il veut, et ça va lui faire plaisir d'être devant et d'être dedans. Mais c'est pas durable. Non, attendez, qu'il va coucher avec la femme qu'il veut parce qu'il a l'argent. Parce qu'il a compris que l'argent gouverne le monde. Ce jeune homme, je lui ai dit, mais tu peux aller... Mais c'est à mettre entre griffes. Attends, tu peux aller à l'école, devenir quelque chose. Il m'a dit, mais grand frère, vous avez été à l'école, non? Là où vous êtes, là, si je vous demande de me donner 500 000 francs, parce que c'est de ça, moi, j'ai besoin pour mon week-end. Vous pouvez me donner ça? Il m'a dit, regarde dans la rue combien d'élèves et d'écoliers vous voyez, là. Tous ceux-là vont devenir quoi dans ce pays, l'emploi où? Du coup, c'est pas qu'il m'a convaincu, moi. Mais ça m'a permis de savoir ce qu'est devenu, lui, sa psychologie et sa perception de la vie. Ça veut dire que, pour lui, il est totalement à côté de la plaque. Oui, vivre longtemps, devenir quelque chose dans la société, pour lui, ça ne vaut rien. Parce qu'il a vu des gens aller à l'école, il a parlé, Kenyon, tout à l'heure, d'emploi. De quelle perspective nos États offrent aux gens. Les parents déjà travaillent 2-3 fois avant de gagner une fois. Donc, ils n'ont pas le temps d'éduquer les enfants. Donc, ces filles qui sont en train de faire ces choses, il faut peut-être que, au niveau international, des mesures... Là, c'est les solutions. Oui, les mesures... Solution rapidement parce que prise à l'encontre de ceux qui alimentent ces réseaux. Depuis là, il y a même certains médias qui crient, qui disent, mais où sont les organismes internationaux de défense des droits de l'homme? Parce qu'on n'a pas besoin du consentement de ces filles-là avant de défendre leur dignité avec elles. Parce qu'on doit dire, l'image est projetée. Oui, mais Julien Kitty, encore faudrait-il que ces organismes, l'État même, du pays dans lequel ça se passe, soit informé de ce genre de choses. Non, l'État est informé. À Dubaï, aujourd'hui, les autorités de ce pays ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans cette ville. De ce traitement inhumain? Non, attendez. On a quelques images. Est-ce que vous avez entendu, même sur les chaînes internationales, que maintenant, des enquêtes ont été ouvertes véritablement par... Personne n'en a parlé. Oui, mais alors, sur d'autres choses, dès qu'il y a... C'est carrément l'omerta sur la question. C'est que le monde, au niveau international, au niveau des grands organismes même, est miné par ces phénomènes. Ce dont on parlait souvent, et ça, il faut oser le dire aujourd'hui. Ce dont on parlait souvent, c'était l'homosexualité. Ouais. Est-ce que vous avez vu un seul organisme international commencer par mener une bataille officielle et rude contre l'homosexualité? Je me suis fait dire que c'est des systèmes qui sont infiltrés par... c'est les gros bonnets, en fait. Les gros bonnets. Ouais. Alors, ceux qui donnent l'argent, même si quelqu'un se fait lâcher son cul, vous pensez que... Excusez l'expression. Bon, si on a pu dire caca... On est quand même sur une antenne respectée. Mais dites-moi, est-ce que c'est n'importe qui peut donner des millions à quelqu'un à quelqu'un juste pour ça, pour ce plaisir, ces fantasmes-là? Et après, derrière, il paraît que c'est pour des pratiques mystiques. Donc, honnêtement, il faut que, si ceux-là sont découragés et que les restes, quand on me dit, bon, je n'ai pas la preuve de ça, parce qu'il suffit pas que les gens s'habillent en tenue blanche avec des tuniques pour qu'on pense que c'est des Arabes ou que c'est des ceci ou cela, on va pas faire de la stigmatisation. Mais si ces gens-là sont connus et ils sont découragés, les filles, quand elles n'auront plus l'argent dans ça, elles pourront pas le faire. Il a suffi que les gens dénoncent maintenant pour que aller à Dubaï ne soit plus, en quelques jours, ne soit plus la grande destination. D'accord? Donc, que l'éducation des enfants au bas âge soit régulée et surtout, et j'en aurais fini, que les médias et les réseaux sociaux soient surveillés. Rien n'est régulé là. Ce matin, moi, mon enfant de 5 ans, alors qu'il sait que très tôt le matin, je fais le sport. Et quand le week-end, je sors pour faire le sport. Lui, vient me voir. Il se lève très tôt. Il dit, il veut regarder la télé. Il vient me voir. Dit, en transpirant, il dit, papa, moi, j'ai fait mon entraînement avec la télé. Et je dis, comment? Il dit que les gens faisaient sport à la télé. Lui, il a fait ça. Au début, au premier degré, ça peut paraître beau. C'est bien. Mais derrière ça, il faut voir, mais quel exercice ils sont en train de faire? Est-ce que c'est bon pour sa santé? C'est de la même manière que quand il va voir sur la télé qu'il a allumée, des gens en train de s'embrasser, il ne demandera pas ma permission avant d'aller chercher la fille du voisin pour commencer par faire ça. Merci à vous. Sur le téléphone, Julien, toutes les images qui sont montrées, l'argent qui est exhibé. Oui, très rapidement, en quelques secondes. Dans ce sens-là, il faut que les parents se disent, aujourd'hui, avec la pléthore des églises, qui sont pour la plupart à but lucratif, aujourd'hui, on n'arrive pas à décerner dans quelle église il faut envoyer l'enfant pour recevoir l'éducation, le complément d'éducation qu'il a reçu à la maison. Observez que l'enfant reste beaucoup plus au dehors aujourd'hui qu'à la maison. Je parle par ailleurs en tant qu'expert d'éducation. Aujourd'hui, les parents doivent chercher à orienter les enfants vers les endroits
de loisirs sains. Puisque l'enfant qui grandit, comme on va faire ces choses, ont des potentialités en eux qu'on n'est pas arrivé à développer. Les enfants qui s'adonnent à ça dès l'âge du jeune adulte, 21, 20, ils ont, dès le bas âge, ils ont des potentialités en eux qu'on n'est pas arrivé à développer. Si par exemple, vous envoyez un enfant au scoutisme, qui est l'un des multiples mouvements d'éducation de certains non formels, on peut détecter en ces enfants-là déjà les capacités, les potentialités qu'ils peuvent avoir d'ici 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et ces enfants peuvent même plus prendre en charge mieux que quiconque et mieux que l'école, mieux que ce qu'on enseigne dans les connaissances livresques. Et donc, il faut que les parents se disent, je vais envoyer mon enfant dans quelle église? Puisque aujourd'hui, vous voyez des pasteurs, des prédicateurs qui donnent la parole de Dieu dans le sens d'avoir de l'argent. Mais il y en a toujours qui donnent toujours parce qu'ils parlent de Dieu. Donc il ne faut pas que le parent reste à la maison pour dire va parce que maman est d'une église X, il faut que l'enfant la suive pour aller dans cette église X. Maman est adulte et a su choisir parce qu'il a déjà la maturité de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais toi le père, tu es le père de toute la famille. À défaut, si tu n'es pas arrivé à orienter ta femme sur l'église dans laquelle il doit aller pour avoir une connaissance, celle qu'il faut pour le développement du foyer, toi-même, il faut prendre la responsabilité d'éduquer ton enfant sur l'église, le choix de l'église. Puisque aujourd'hui, tout est dénaturé. On n'arrive plus à ça savoir. L'église ne joue plus le rôle d'éducateur. Voilà, donc c'est ça qui est le problème. Mais il y en a qui jouent toujours. C'est de chercher à savoir. Ce qui est sûr, il y a, qui fait ça encore pour compléter les il y a quand même un usage, hein, c'est l'église de tes parents que tu fréquentes. Donc, non, il faut cesser ça. Il faut finir avec ça. C'est dans ça que tu ouvres les yeux. Si le papa s'est trompé avec la maman, éventuellement, c'est que l'enfant est offert à la nature. Tout à fait. Prions pour que le foyer soit bien inspiré. Voilà. Merci beaucoup. Il y a même pas oui, Julien qui dit, moi je vous conteste on va sur poursuivre. Ça. Il y a même plus de plagiat. J'étais d'accord quand vous parliez du mouvement scout. Je préfère encore ça. Parce que je peux parier sans être scout qu'un enfant qui a fait le cursus et qui est resté longtemps dans le mouvement scout là, pour ce que moi j'en sais, quand il va sortir, il peut pas être aussi vulnérable face à des tentations du genre. Le scoutisme, parce que, oui, vous apprenez les armes avec lesquelles vous allez vous battre dans la vie. À se battre pour gagner sa vie, ensuite à se mettre au service des autres, en plus à affronter des difficultés. Merci, et des enfants, filles comme garçons, qui sont parfois dans des camps scouts et à qui on apprend à vivre en communauté ensemble sans violer l'intimité de l'autre. Moi, j'ai appris des choses comme ça. L'Église a démissionné sur ce plan. D'accord. Il faut même pas. Ça c'est un autre débat qu'on va ouvrir. Qu'on va ouvrir. On le fera après si vous le voulez. La religion est une question très sensible. Sincèrement. Julien Kitty. On va revenir maintenant sur d'autres questions au plan national. C'était une question sur les réseaux sociaux transversale aujourd'hui africaine. Et là aujourd'hui. C'est fait œuvre d'utilité publique que d'en parler. Tout à fait. Pour le temps qu'on en a parlé, il faut pas le regretter. Merci beaucoup, on le regrette pas, mais vous savez très bien que nous avons beaucoup de sujets à l'ordre du jour. L'enfant d'aujourd'hui est l'adulte de demain. Tout à fait. Et savoir l'éduquer, c'est gagner une nation. Les présidents d'aujourd'hui, c'est ça. Les ministres d'aujourd'hui. C'est clair. Nous avons intérêt à fabriquer des cadres. Donc vous allez avoir des alors Julien Kitty, s'il vous plaît. Député demain, ça va devenir quoi? Julien Kitty, je viens à vous maintenant. Le délestage est-il de retour? Non, le délestage, je pense que il faut pas. Je n'ai pas encore les éléments qui me permettent de parler de délestage parce que le délestage, par définition, c'est ce système-là lorsque la quantité d'énergie électrique disponible pour alimenter un pays ou une communauté en tout cas n'est pas suffisante. Bon, ça c'est déjà assez savant. Non, attendez, c'est déjà assez savant. Nous allons parler des effets perceptibles, ce que perçoivent les populations. Non, je ne suis pas de ce que nous observons actuellement. Je ne suis pas. Quand le ministre vient à la télé pour venir. Il s'en est défendu. Oui, mais vous ne. Il a dit non. Mais je vous pose la question à partir des effets que vous ressentez à la maison. C'est tout simple. Pourquoi rentrez-vous dans des définitions et autres? Non, vous avez, pour une fois, vous avez très mal fait de me couper. Pourquoi? Parce que sans que celui qui m'écoute ne sache ce qu'il faut qu'on fasse de l'estage. C'est déjà trop savant ce que vous sortez là. Ça va, ça signifie quoi? Ça signifie que j'utilise de gros mots qui ne va pas comprendre. C'est scientifique. Non, pas du tout. Pas du tout. Le phénomène, le concept peut être scientifique, mais le phénomène est vécu par des gens. Voilà. Je parle du vécu des gens. Bon, alors, donc vous avez commis le crime aussi de sortir le mot délestage. Ben, moi, je ne sais pas. Puisque au niveau des populations. Non, je pense qu'il faut qu'on avance. Nous sommes au bas niveau. Les populations béninoises aussi. Vous n'êtes pas un expert électromécanicien qui non, le sache. Non, je ne veux pas faire d'ailleurs. Donc, je ne suis pas en train de faire une définition technique.
Mais vous me parlez de délestage. Mais si moi, je me mets... Il n'y a pas... Donc, il n'y a pas de délestage. Bon, là, vous venez de poser une question qui ne pouvait avoir de réponse que si vous me laissiez répondre à la première partie. Mais écoutez, on va s'entendre. Moi, j'ai y aller. Je ne perds pas espoir. Et très vite. Bon, je plaide pour que vous ne voliez pas davantage de secondes du temps dont je dispose pour parler. D'accord. Alors, en 1 minute. Mais vous gardez quand même votre droit de Je vous donne 1 minute. Non, je vous dis, nous allons parler, je ne veux pas parler de délestage avec vous, parce que ceux qui sont chargés de nous fournir l'énergie électrique n'ont pas dit qu'ils choisissent d'alimenter une zone au détriment d'une autre pour gérer de façon efficiente ce qu'il y a de disponible. Mais j'ai constaté qu'il y a des coupures qui, contrairement à ce qu'on a vécu il y a quelques mois, quelques 2 ans quand même, où il y avait une certaine stabilité, ces coupures-là reviennent. Et nous n'avions pas les explications. Mais comment ça a duré? Dans le langage générique, nous parlons délestage, mais quand le ministre, qui plus est un spécialiste du domaine, est venu à la télévision, qui a sorti 2 raisons, je voudrais prendre le risque de le croire sur parole. Ah, d'accord. Oui. C'est un risque, hein, de le croire. Oui, mais bien sûr. C'est une option délibérée parce que le ministre, ce qu'il dit, ça devrait faire foi, mais il peut arriver que le ministre ne me dise pas la vérité. Mais moi, j'ai fait l'option de le croire sur parole, surtout à cause de son profil. Parce que quand... Rappelez que le ministre, le poste du ministre, c'est un poste éminemment politique. Oui, c'est éminemment politique. Mais quand vous êtes spécialiste du domaine, même quand on vous demande de dire un mensonge politique, vous dans votre domaine, vous y réfléchissez mieux que quelqu'un qui n'en sait rien. Ouais, le ministre Nato, qui avait de le plan de mots, les 20 villas, oui. Les villas seront construites. Le ministre, quand il dit ça, d'accord? Après, oui, il est spécialiste de ça. Mais la question ce qui fait qu'on n'a pas pu avoir ces logements sociaux n'est pas technique. Je pense que c'est pas lui qui va fabriquer l'argent pour aller penser à ça. Oui, mais attendez, au moment où il commençait, quelqu'un lui avait dit, voici ce que je veux faire. Et lui, il a fait de la com politique en ce moment. Alors, ça, c'est un autre débat aussi qu'on fera. Et donc, quand le ministre est venu, il parle de certaines installations qui sont vétustes, qui posent problème. Deuxième chose, il a parlé de vandalisme. Les cas de vandalisme, on les cuivres. Moi, j'ai vu dans la ville de Parakou, alors qu'on a installé les lampadaires solaires, on a illuminé des axes, c'était très joli. Mais quelques semaines après, tout a été enlevé. Je suis allé à Parakou, j'ai vu. Certainement que dans les autres villes, ça existe aussi. Mais est-ce qu'on n'a pas pris des dispositions pour contrôler ça, pour surveiller ça, pour décourager ces actes, que le ministre même dit que ces actes deviennent récurrents. Et je pense que autant on peut le croire sur ça, et j'ai fait l'option de le croire, autant le ministre, l'État n'est pas dédouané de ne pas prendre des mesures, et les villes aussi, les mairies, qui devraient prendre au sérieux et protéger ce que l'État central leur fait. Qu'est-ce que la police municipale fait dans ces conditions pour les villes qui en ont? Qu'est-ce que la police républicaine, qui est au service de ces communautés-là, qu'est-ce que les mairies font dans ce sens? Les directions départementales sur la route Cotonou-Ouida, les lampadaires équipés de batteries solaires ont disparu. Bon, alors, si on est en train de créer des juridictions pour s'occuper des questions spécifiques dans le pays, qu'on crée des unités de police spécifiques parce que c'est des investissements qui sont lourds. Donc, quand le ministre finit de dire ça, il devrait reconnaître la part de responsabilité de l'État dans la non-surveillance efficace de ces installations. Deuxième chose, il parle des installations vétustes là. Moi, je suis un peu surpris. Je le crois parce que ça aussi, ça peut créer des problèmes du genre pour qu'il y ait des pannes. Mais le ministre Oussou, quand il était venu, l'un de ses chevaux de bataille, ce qui était prioritaire pour lui, c'était le renouvellement de ces installations. Et j'ai l'impression que, moi, je pensais naïvement que l'État béninois avait déjà fini avec ça, qu'il n'y avait plus d'installations vétustes telles qui ne datent pas du temps de la rupture et qui causent des problèmes aujourd'hui. Parce que quand il est venu, le premier spectacle que le ministre Jean-Claude Oussou a offert aux Béninois et pourquoi parlez-vous de spectacle? Non, attendez. Non, excusez-moi. Non, je parle de spectacle. On va monnayer un peu quand même les thèmes. C'est pas méchant. Pourquoi j'ai parlé de spectacle? C'est très amical même. C'est parce que il fait partie des ministres que j'apprécie beaucoup. De part. Dites-nous juste ce qu'il a fait. Il était allé, tu sais, c'est quelqu'un, il a longtemps travaillé en Europe. Il était venu et sa première sortie, vous vous en souvenez, sur des installations, je crois que c'est dans l'Ouémé, où il a vu des groupes électrogènes, des trucs vétus qui sont là. Mais il s'est presque attrapé la tête, il a fait l'étonner,
travailler comme s'il n'était pas béninois, comme s'il n'avait jamais vu des choses comme ça. Et il a même dit, mais que c'est pas possible que ça existe ici. Alors que c'est des choses qui sont devenues complètement banales dans notre pays. Il vient d'arriver, donc c'est normal qu'il s'en soit étonné. Ça fait spectacle. Mais là, maintenant, maintenant il est habitué à son pays. Voilà. Il sait que ça peut exister. Il sait que dans ce pays-là, il y a eu des gens pour nous offrir Maria Agrita 1. Donc, il sait que dans ce pays, on peut engloutir, 49 milliards, non? Ou oui, 49 J'avais de la mémoire. 49 milliards, ou bien c'est 49 milliards, je ne me rappelle plus trop, dans, d'une centrale qui ne va pas marcher. Aujourd'hui, maintenant, l'État, sous la rupture, a installé Maria Agrita 2 et on nous a dit à 70%, je crois, hein. Il a redit. On est arrivé à 70% d'autonomie énergétique. Voilà. Ouais. Et que d'ici, là, on va pouvoir même vendre de l'énergie. Quand vous avez fini de dire ça, quand ça arrive, même si c'est pour une demi-journée, la population se dit c'est pas possible. Mais j'en aurais fini, il y a un phénomène un volet qu'on n'a jamais pu régler dans ce pays. Et je ne sais pas si les services juridiques de la Société béninoise d'énergie électrique fonctionnent très bien. Comme en excuse. Vous savez, quand vous lisez sur les factures qui sont données pour la SP2E, et même pour la SONEB, pour faire donc sur les deux en même temps. Est-ce que vous savez que il y a une réglementation qui permet à quelqu'un dont les appareils sont grillés du fait de la coupure, des coupures intempestives d'électricité là, puisse porter plainte, avoir gain de cause et obtenir réparation. Mais ce système-là ne fonctionne pas réellement parce que après il faut faire établir que c'est parce qu'il y a une coupure que faut créer le lien. Alors, et dès que vous allez dire que votre réfrigérateur a pris un coup à cause de ça, on va vous sortir des histoires du genre, vous l'avez acheté dans quelle boutique, c'était en quel état neuf, alors qu'on sait le phénomène des venus de France au Bénin. Ils ont leurs experts. Non, attendez. Qui vont remonter les causes et tout le reste. Mais si l'expert vient et constate que votre frigo a été acheté au port venu de France, c'est facile pour lui de dire que c'était déjà dans un état amorti avant de venir ici. Vous n'êtes pas dans le coup. Donc, de ce point de vue, je pense que le gouvernement béninois a donné des explications idoines, pour nous dire les tenants et aboutissants de ces coupures qui ne sont pas encore, selon le ministre, à l'étape de délestage, mais il a dit qu'ils sont à pied d'œuvre. Le directeur général. C'est provisoire. Le directeur général par intérim de la SBE. Bon, ça m'a permis, moi, de fixer le visage parce que j'ai vu. Au moins, vous le connaissez. Oui, mais parce que, honnêtement, je peux vous dire une chose, j'apprécie bien les réformes du chef de l'État, tout ce qu'il est en train de faire, mais dès que moi je vois les expatriés à la tête des offices et des organismes, des sociétés d'État du genre, j'ai mal. Je me dis peut-être que les compétences nationales ne sont pas encore à la hauteur. Je pense qu'il faut mieux chercher pour que nous puissions avoir ces compétences ici et pouvoir fonctionner. Ça m'a permis de le voir parce que j'avais l'impression que il y a un désert de compétences qui sévit au pays. Je ne sais pas si on est encore à cette étape, parce que le chef de l'État, il utilise beaucoup de Béninois aussi maintenant. Tout à fait. Alors, Hilarion Kenyon, on parle de ce sujet-là, tout simplement, aussi parce que, un auditeur quand même, qui a suivi, qui nous suit souvent. Tout à fait, on en parlera, ne vous en faites pas, calmez-vous. Voilà. C'est parce qu'un auditeur qui nous a souvent suivi a voulu quand même qu'on parle, en fait, de ce sujet-là, surtout l'angle selon lequel, celui que Julien Kitty vient d'aborder, c'est l'angle des réparations. La plupart du temps, on ne touche pas on règle pas ce problème, alors que la coupure, crée des dommages aux ustensiles, au matériel électroménager. Vous allez en parler, Hilarion Kenyon, mais voilà un peu. Moi, mon problème réel, c'est que ce qui s'observait hier, qu'on appelait délestage, c'est ça qui s'observe aujourd'hui. Julien Kitty l'a défendu, il dit niet. Que c'est pas encore ça. Maintenant, c'est de Hilarion Kenyon qui D'accord. Donc là où le bas blesse, c'était un noir qui dirigeait. Maintenant, on dit pour la qualité du produit, on est allé amener un expatrié, un Français, pour diriger la société de production d'énergie électrique dans notre pays. Le blanc est venu. Le gouvernement a dit qu'il a investi des milliards pour que ce phénomène soit éradiqué et que le Béninois, le souscripteur, ait l'énergie électrique en plein temps et que les poissonneries et autres, les yaourteries puissent continuer de marcher normalement. Mais quand on dit que c'est des pannes, des réparations, c'est ahurissant. On ne peut pas faire réparation pendant 5 ans. Talon vient de faire 6 ans. Et l'un des premiers défis, c'est l'énergie électrique permanente. Mais aujourd'hui... Oui, mais l'énergie électrique aujourd'hui est permanente. Hilarion Kenyon.
Elle est là. Ce qui se fait hier, comme on appelle délestage. Non, mais le ministre a bien dit, c'est pas un délestage. C'est pas du délestage. C'est l'épargne. Et l'épargne peut être, c'est l'un de nos auditeurs qui a remonté l'émission. Ça touche la population vit ça. C'est pas de toi et moi qui s'agit. Tout à fait. Tu as peut-être les moyens d'avoir un groupe électrogène. Mais combien en ont à la maison? Tu ne vis peut-être pas les coupures, c'est pour ça que tu as tendance à justifier. Tu ne vis pas je ne justifie rien. Ou peut-être que tu as la chance d'être. Je reporte en tant que journaliste ce que j'ai entendu de la bouche du ministre. Au même moment, entre ce que le ministre a dit et ce qui s'observe, il faut bien observer. D'accord. Ne relayons pas ce que le ministre a dit pour la forme. Qu'est-ce que tu vis en tant que Peggy Ludovic Dagba dans ta maison? Bon, je n'ai pas de moi qu'il s'agit dans cette émission. Donc, heureusement que c'est un auditeur qui nous a renvoyé ça. Moi, je vis ça de manière permanente. C'est inimaginable qu'à nos jours, après 6 ans, après tant de ressources investies dans le délestage, qu'on revu les mêmes situations, et mieux, qu'on a mis un toubab à la tête de l'association, à la tête de la SB2E, pour nous diriger. C'est que nous n'irons pas dans ce sens. Hein, on a conclu alors que les Béninois sont incapables. C'est le directeur général de la SBE, par intérim. C'est le directeur général par intérim. Mais c'est un blanc. Il n'est pas de peau noire. Voilà. C'est un blanc, donc il est censé connaître mieux la chose. C'est parce que les Béninois ont certainement échoué à ce poste que le chef d'État a choisi un toubab pour venir diriger cette société. Mais on ne peut pas vivre ça, le montant colossal qu'on a investi dans ça, pour nous dire que le délestage est conjugué au passé. Je ne sais pas quel nom il faut donner à ça. Mais ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'on vivait hier. C'est les pannes. Et le nom de délestage est venu. Maintenant, ils ont dit panne. Oui. Alors, désormais, on ne parle pas de délestage, on parle des pannes. On parle de panne. C'est les pannes répétées qu'on appelle délestage. Je vous l'apprends. Et donc, on vit encore ce délestage-là. Et ça dure à longueur de vie. C'est pas que lui est savant. Non, c'est pas que lui est savant. Lui n'est pas savant. Il est terre à terre. Non, c'est pas normal. Qu'on soit là, que le courant soit coupé de chez toi de 0 à 3 heures, de 9h ou de 8h jusqu'à 18h. Mais et ceux qui mènent l'activité commerciale à base de l'énergie électrique, ils vont vivre comment? Dans une atmosphère où on parle de cherté de vie et que le courant électrique n'est plus disponible, on a des problèmes. Il faut que l'État nous épargne de ça. Parce que tu payes ce que tu ne consommes pas. À chaque fin du mois, tu as une facture mirobolante que tu es contraint de payer. Tu vas payer, mais le produit n'existe pas. C'est presque du gaiman. Non, ce n'est pas bon. Non, on va pas assimiler ça à du gaiman. On a entendu des responsables en parler et expliquer le problème. Je voudrais que le DG mérite le poste là. Nous, on n'a pas mérité ça, les Béninois n'ont pas mérité ça. On allait le chercher. D'accord. Qui nous satisfasse. Merci à vous, C'est inadmissible ce que nous disons. Ce sera votre dernier mot sur la question. Imagine que vous n'avez pas un groupe de relais à la radio. Tout à fait. Et ceux qui s'observent là s'observent. On va devenir quoi? Non, mais on a un groupe de relais. Mais heureusement, bien sûr, heureusement. On a un groupe de relais. Nous savons que Défi Info aussi a un groupe de relais. Et si le ministre de l'énergie et électrique essaie de faire ce qu'il Abordons maintenant la question de la cherté de la vie avec la tournée du gouvernement. Dans ce studio, on avait quand même dit que cette tournée-là n'était pas ce qu'il fallait. Aujourd'hui, le gouvernement, qu'il avait reporté chez les Dié, l'a lancé et à partir de jeudi, hier donc, cette tournée a commencé. Julien Kitty, ce que le gouvernement avait semblé refuser, parce que c'était la compréhension que nous, on en avait eu dans le studio, il se l'est réapproprié et de plus belle alors, ça a démarré. Certainement que nous n'avions pas, en tout cas, tous les éléments. Certains dans ce studio n'avaient pas tous les éléments et on a pu retenir quand même que le gouvernement avait reporté cette tournée gouvernementale parce que et j'avais insisté sur le fait que reporter Sénédier ne signifie pas que ça ne reviendrait pas. Donc on n'a pas fixé une date pour ça. Il y avait peut-être quelques réglages à faire. Il y avait peut-être aussi et moi je ne perds pas espoir ou bien je ne perds pas assurance que le gouvernement ait pu écouter nos réactions par ici, les réactions de la population pour faire la synthèse, pour savoir réorienter véritablement cette tournée, pour savoir revoir peut-être, renforcer, raffiner les éléments de langage pour pouvoir expliquer aux gens. Parce que, vous voyez, nos populations et c'est l'instinct humain qui est comme ça. La vie est chère, avec ses maigres moyens, il mange plus comme avant. D'autres diront, pas exagération, il a faim. Julien Kitty. Lorsque c'est comme ça Kitty, et que vous venez... Laissez-moi aller dans le fond du sujet. Je sais que vous êtes en train de faire un peu les ablutions, comme on le dit. Les populations
population se demande, qu'est-ce que le gouvernement ira dire aux populations, alors même qu'il a pris des décisions, qu'il a pris des mesures, mais qui ne s'appliquent pas sur le terrain. Alors, c'est déjà intéressant que les populations, vous avez dit même dans votre question, vous-même vous avez répété le mot population 2 fois. Ça veut dire que les gens qui se posent les questions, c'est vers ces personnes-là que le gouvernement va. Donc, ils n'ont qu'à attendre de rencontrer le gouvernement. Parce que les gens viennent vers eux, donc ils attendent. Le drame, c'est qu'il y en a qui ne veulent même pas aller rencontrer le gouvernement. Bon, et ça, ils ont tort. Pourquoi? Ils ont tort parce que moi, lorsque je ne suis même pas d'accord avec vous, je me donne l'occasion, quand surtout vous voulez aller vers moi. Mais ils souffrent. Attendez. Oui, ils souffrent. Est-ce que vous pensez que ces séances avec les populations vont se tenir comme un coup magistral, c'est-à-dire que le gouvernement viendra, les envoyés du gouvernement vont parler et puis ils vont se lever, ils vont pas donner la parole aux populations. Mais finalement, qu'est-ce que les populations auront? Oui, mais au moins les populations ont la possibilité. Vous savez, dans ce pays, on a déjà vu des scènes où des femmes que vous pensez ne pas avoir été à l'école du blanc, ne pas savoir parler français et tout, penser qu'elles ne réfléchissent pas bien. Il y a des femmes qui ont dit à des hommes d'État dans ce pays, frontalement, ce que vous êtes en train de dire sur tel aspect, nous ne sommes pas d'accord. Voici ce que nous voulons. Peut-être que cette tournée, et ça je ne l'ai même pas peut-être, je pense que cette tournée devrait permettre également au gouvernement et ses envoyés de toucher du doigt réellement, parce qu'on a tout le temps crié ça pour dire qu'est-ce que les mairies sont en train de faire pour aider le gouvernement à remonter l'information. On a mis numéro vert pour que les gens dénoncent les opérateurs économiques vers eux. Les opérateurs économiques sont montés au créneau pour dire nous avons des difficultés par rapport aux charges que nous avons. Il y a eu des concertations. Maintenant, au cœur de la population, le gouvernement va certainement toucher du doigt de façon plus réelle la manière dont les populations aussi perçoivent. Maintenant, c'est incontestable que les populations aussi n'ont pas toutes les informations réelles par rapport à cette cherté de la vie. Parce que on l'a dénoncé ici, on a dit mais comment c'est expliqué aux gens? Parce que quand on fait le conseil des ministres, quand des gens posent des questions au porte-parole du gouvernement et qu'il a répondu, et les comptes rendus sont faits dans les médias, je pense que mes parents qui sont peut-être à Gbekwe là-bas, tous ne lisent pas. Voilà, ou à Gézin, tous ne lisent pas la une de Défi Info. Ils ne lisent pas, ils n'écoutent pas peut-être Diaspora. Il n'y a pas que Défi Info encore, Diaspora FM. Je dis Diaspora Info et Défi Info parce que je suis entre le rédacteur en chef de Diaspora FM et le directeur général de Défi Info. Donc, c'est sûr que personne n'ira à Gézin pour expliquer à ces parents-là la cherté de la vie, les causes, sans le dire en là. Donc, ça va porter forcément un fruit. Maintenant, la grosse question qu'on se pose légitimement, et je suis d'accord avec ceux qui remuent ça, pour dire, est-ce que la tournée elle-même ne va pas coûter cher alors que ce que le gouvernement a déjà investi pour atténuer les effets de la cherté de la vie, avec des décisions qui ne s'appliquent pas encore correctement sur le terrain. Je ne dis pas qu'ils ne s'appliquent pas, parce que c'est en train d'être appliqué en partie, et c'est un travail de longue haleine. Et donc, certains se demandent légitimement, est-ce que cet argent qui va être investi dans la tournée, on ne peut pas aussi réinvestir ça dans des décisions, dans les subventions, dans les mesures. Mais je pense que à vouloir rester loin pour injecter, le gouvernement peut dépenser beaucoup d'argent aussi sans avoir l'effet voulu. D'accord. Maintenant, je ne sais pas si les autorités qui sont engagées dans ces tournées-là, si il y en a qui ont joué le rôle, qui ont poussé leur patriotisme au point de dire je veux pas prendre de frais de mission pour ça, qui ont dit je vais mettre du carburant dans les voitures. Il y en a qui l'ont dit? Je ne sais pas. J'ai dit je ne sais pas s'il y en a qui... Oui, c'est-à-dire que si par exemple... Non, attendez. On a déjà vu, si le gouvernement ne l'a pas fait ainsi, c'est une suggestion, il peut y avoir des actions du genre. Quand on demande à un ministre qui est au gouvernement depuis longtemps, et un gouvernement qui reçoit le choc de la cherté de la vie qui est mondiale aujourd'hui et qui veut aller expliquer comme ça, vous pensez que si jamais on donnait la preuve que le gouvernement disait accepter que les véhicules qu'on va utiliser, qui sont des véhicules d'État, soient utilisés et que les personnes qui vont aller dans ces missions ne vont pas prendre de frais de mission ou ne vont payer les carburants elles-mêmes, vous pensez pas que ça va atténuer un peu? Ce serait génial. Donc, c'est des choses qui peuvent se faire. Combien le ministre avec le salaire qu'il gagne depuis là, combien ça va lui coûter? Alors, Hilarion Crayon, est-ce que... Je suis sûr que vous, Hilarion Crayon, si vous étiez ministre,
tel que je vous connais dans l'action humanitaire, dans l'attachement au bien-être des plus pauvres, vous serez tenté de faire ça. Je ne suis pas à la télé. Non, vous serez tenté de faire ça. Je ne suis pas à la télé, laisse-moi parler. Bon, donc, Peggy, j'ai écouté mon cher ami Julien qui peine à justifier cette tournée. Non, c'est pas pour justifier. Mais je vous le dis, soyons honnêtes et sincères. Il faut conserver notre population. Il faut conserver ceux pour qui nous sommes là. Vous voyez, cette décision est d'une nullité rare. C'est d'une nullité rare à partir du moment où le gouvernement... C'est quand même d'une décision du gouvernement que vous parlez. Hein. Oui, mais... Pourquoi parlez-vous de nullité alors le gouvernement, on peut mieux ils n'ont pas la science infuse, mais ils peuvent voir les choses différemment que vous. Oui, mais de notre côté, de notre position, analysons un peu les choses de manière objective. Quelle radio communautaire ou commerciale avec laquelle le gouvernement n'a pas de contrat de communication dans ce pays? Ça veut dire toutes les radios communautaires et commerciales presque. Maintenant, sauf les nouvelles qui sont autorisées, qui n'ont même pas commencé par émettre. Alors, nous avons pris des décisions qui ont été relayées. Julien Kiti, avec le code. Il va donner quoi, le ministre debout, qui utilise les moyens de l'État, le personnel de l'État, les ressources de l'État pour se dépasser de Cotonou, mais c'est même à la limite embêtant. Le type ne mange pas. Tu penses que ceux qui vont venir, vous allez voir à ces endroits-là, des militants motivés de l'UP et du BR. Pas plus. Motivés encore. Vous ne verrez pas la population qui veut rencontrer. Mais vous n'avez aucune preuve. Oui, mais aujourd'hui, vous voyez, Peggy, tu imagines, avec ce qu'on vit aujourd'hui, la rareté des moyens, ajouter à la cherté de la vie, que ma grand-mère du village vienne écouter le ministre avec la même... Mais il y a des gens qui veulent savoir. C'est pas cette solution que la population veut. La population veut une solution concrète pour contrer cette cherté de la vie. Ce n'est pas le ministre qui a apporté veste cravate complet, avec ses ongles bien taillés, avec cheveux bien faits. On ne veut pas voir les beaux yeux du ministre. Encore moins de ceux qui l'entourent. Des députés, des secrétaires électoraux, non, c'est faux. C'est une perte de ressources énorme pendant que nous n'en avons pas. Pendant qu'on n'en a pas, on rationalise les dépenses. Alors nous parlons, c'est d'augmenter les salaires, de faciliter l'achat au marché aux gens, et non de se promener dans les villes. Le peuple n'a pas besoin de ça réellement. C'est une erreur monumentale que le gouvernement vient de commettre. On peut pas... Qu'est-ce qu'on refusait Yahi, je le disais tantôt ici. Soit ils ont choisi d'être dans la pré-campagne et législative, soit ils sont passés à côté. Mais à mon avis, je pense que ils ne seront pas en train de rencontrer la population elle-même. C'est faux. Ceux qui viendront ne seront que des militants. Vous voyez quand ils vont venir par exemple. Non, là vous interprétez. Vous dites. Vous n'êtes pas dans la réalité. Vous voyez le fabricant qui va venir écouter. Il peut bien venir. Dans la 6e, j'ai remarqué tout à l'heure le convoi onéreux du ministre Koupaki et de certains députés. Le convoi onéreux. Vous avez vu de l'argent? C'est cher. Mais il faut voir leur déplacement. Ça sent de l'argent. Ça va à l'antipode de ceux qui veulent aller parler. Quand même, on va pas amener. Mais vous voyez, quand tu t'habilles, pendant que le type n'a même pas encore changé un habit depuis que, peut-être que le gouvernement a commencé, depuis que la rupture a démarré. Le gouvernement va en explication. Oui, on ne va pas venir expliquer aux populations pourquoi ils ont fait. D'accord. Je veux qu'on les apporte les solutions. Vous n'êtes pas d'accord. Il faut qu'on les apporte c'est pas besoin d'être d'accord. D'accord. C'est pas, ce qu'on dit, c'est pas besoin d'être d'accord. C'est pas besoin de son avis. La population souffre. C'est pas de son avis qu'il s'agit. Merci. Julien Kiti, non, 30 secondes. Dans ce studio. Sinon, en principe, je ne devrais pas vous laisser parler, hein. Non, toutes les populations ne sont pas dans ce studio. Mon avis compte, le tien aussi. Non, sincèrement, je souhaite que, nos auditeurs retiennent que autour de cette table, nous sommes unanimes sur quelque chose. Je pense que même vous, Peggy Ludovic Dagba, qui nous interrogez, nous voulons, nous tous, que la gestion des ressources de l'État soit rationalisée. Nous voulons que des solutions concrètes et efficaces soient trouvées aux effets de la cherté de la vie. Merci. Mais il faut pas multiplier par zéro la nécessité d'explication. Maintenant, dans la forme, moi aussi j'ai vu le cortège tout à l'heure dans Abou Mekalavi. C'est vrai que ça va. Il y a quelque chose que je n'ai pas du tout aimé. Il y avait des motards devant. Qui faisaient le zigzag. C'est pour ouvrir la circulation. Non, attendez, non. Vous savez très bien de quoi vous êtes capable. Non. Je pense que dès que le président Patrice Talon est arrivé, moi je pense que la tournée continue et je voudrais faire cette doléance-là. Que quel que soit là où on envoie ces équipes-là,
qu'il n'y ait plus de motards devant. Parce que, quand moi j'ai entendu les sirènes des motards, j'ai dit, est-ce que c'est un cortège funèbre? Non, même pas. Parce que le chef de l'État lui-même, il n'en utilise pas. D'accord. Les sirènes, les gyrophares, ils n'en utilisent pas. Julien Kitty, on a encore 5 minutes pour sortir de ce studio. Merci beaucoup. Ce phénomène éloigne la population. Oui, donc il faut D'accord. Il faut éviter ça. On va y revenir. La tournée ne fait que commencer. Pourquoi ne pas Julien Kitty, je parle avec les voitures personnelles? Je serai obligé de faire couper votre micro. Non, ne coupez pas. On va couper parce que le temps s'en va. Ce qu'on est en train de dire, c'est oui, c'est très utile, mais le temps s'en va. Moi, je suis pour excusez-moi, mais on doit poursuivre. Mais merci beaucoup. Qu'on n'y mette pas trop le luxe. D'accord, les flonflons, on a compris. Alors, on va finir très rapidement avec le dernier sujet, c'est les 10% que revendique désormais la suppression des 10% que l'opposition revendique, ou le réaménagement en fait de la loi qui institue. J'ai entendu le leader de la LNA, la Nouvelle Alliance, demander qu'on circonscrive désormais les 10% aux circonscriptions électorales, ou alors qu'on permette à ce qu'il y ait des alliances de partis de manière circonstancielle pour aller à ces élections-là. Qu'en dites-vous? Bon, moi, je pense que cette affaire de 10% devrait même supprimer. Mais malheureusement, j'ai tendance à vouloir le contraire quand je vois celui qui a commencé à porter ça. Je parle de Maître Adrien Mbedji. Il avait été président de l'Assemblée nationale pendant que cette loi était votée. Il a usé de toutes ses forces, de toute sa ruse. Quelqu'un le lui disait. Pas des gens, c'est des députés. Il y avait au moins deux. Il y avait au moins deux députés. Oui, c'est un piège. Mais Adrien Mbedji, malgré la clairvoyance qu'on lui connaît, l'ancienneté politique qu'on lui connaît, il a succombé à ça. Son profil de grand avocat devant l'Éternel. Très bien devant l'Éternel. Il s'adonne à ce jeu-là. Maintenant, il vient dire qu'il faut supprimer les 10%. Moi, c'est des choses quand j'entends, j'ai la nausée. Non, j'ai la nausée. Le jour où j'ai entendu ça, c'est que j'ai perdu l'appétit. J'ai dit, mais attends, je tombe des nues. Celui-là vient d'où encore? Malheureusement, c'est que ça y est de mettre Adrien Mbedji. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Ce n'est pas normal. Quand les gens réagissent, quand les gens parlent, il faut qu'ils sachent que les gens les écoutent. Et que les gens sont en train d'archiver leurs propos et leur image. Aujourd'hui, ce n'est plus comme hier où tu dis c'est déjà passé, où c'est le diagramme, je ne sais pas ce que vous dites, les anciens instruments que la radio utilisait, ce n'est plus ça. Les nagra. Aujourd'hui, quand tu parles, on te ramène ça. Quand il n'y a pas eu le même jour qu'on a sorti les archives, écoutez, j'ai la nausée. Je ne pouvais même plus continuer à manger. J'ai dit, mais Adrien Mbedji, on ne peut pas dépasser les 70 ans et parler comme ça. Ce n'est pas parce qu'il s'agit du président Adrien Mbedji. Et donc, il faut que nos dirigeants actuels se disent qu'il ne faut pas tailler les tests pour les autres. Quand c'est des tests, les tests font objet de loi. Quand vous voulez faire des tests qui vont régir une république, faites les tests sans parti pris. Il faut faire les tests pour la république et non pour des individus de l'heure. Aujourd'hui, que Adrien Mbedji sent que les tests sont en train de le frapper, les mêmes tests que lui l'a fait, sont en train de le frapper, c'est une leçon dure pour ceux qui sont là aujourd'hui. Ils doivent savoir que demain, leur tour viendra. Aujourd'hui, Adrien Mbedji est en train de mordre ses doigts. Il ne sait plus là où déposer sa tête. Quant à moi, au nom de la démocratie, au nom du débat démocratique au Parlement, il faut supprimer cette loi de 10%. Mbedji a fait cette erreur, il nous a conduit là où nous sommes. On n'a que deux partis qui opinent. Mbedji n'est pas seul à l'Assemblée nationale. Oui, mais... Il n'a pas été le seul à voter. Vous savez, Mbedji, c'est un leader. Ouais. Et vous savez ce qu'on appelle leader? C'est celui qui conduit les autres à l'atteinte de ses objectifs. Il n'est pas leader de l'Assemblée nationale. C'est leader. Il est leader du PRD. On ne peut pas... Non, il est leader, le président. Vous savez très bien que l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu. C'est le haut lieu de la politique par excellence. Il veut que cette politique échoue, ça allait échouer en dépit de toute la volonté de... Quelle preuve vous avez? S'il vous plaît. Comment pouvez-vous affirmer cela? Même président à la tête des Magouillas, c'est que tu as un certain leadership à développer. Ouais. Alors, ce leadership peut ne pas convaincre tout le monde. Avec son expérience, son ancienneté, Mbedji pouvait tout. Il était l'interlocuteur direct du président de la République. Il était en mesure de dire président de la République. Je pense qu'on peut circonscrire les 10% dans les circonscriptions électorales. Et si ce dernier n'était pas d'accord avec lui? Vous n'avez aucune preuve qu'il n'a pas essayé? Il avait porté ça comme quelqu'un qu'on a missionné. Comme quelqu'un qui, s'il ne réussit pas, il doit mourir. Mais c'est là où nous sommes aujourd'hui. Il faut que les dirigeants d'assemblée de nos jours savent que demain... Merci, Hilario Keyon. Il faut faire les réformes selon tout le monde et non selon une partie du pays. D'accord. 2 minutes pour finir. Je pense que pour le cas Maître Adrien Mbedji, avec tout le respect que je lui dois,
pour parler comme les confrères du matinal, il est mal fondé pour rechercher un raccourci pour sa remontada. Parce que lorsque vous avez été un parti politique qui s'est tapé 25 députés dans ce pays, 20 députés, c'est allé décrescendo, mais le PRD restait quand même une des grosses cylindrées de ce pays. Et à la faveur de la réforme du système partisan, le PRD devrait être, si le management avait continué à s'adapter donc à l'évolution, aux mutations, le PRD devrait résister pour rester l'un des grands partis. S'il faut se laisser phagocyter par la réforme et avoir eu la chance sous cette réforme-là d'être député, d'être président de l'Assemblée nationale. Et en ce moment, le président de l'Assemblée nationale, me semble-t-il, avait encore plus de poids devant le chef de l'État qu'il n'en a aujourd'hui. Et donc, si le président Mbedi a pu faire ça et qu'aujourd'hui il demande, c'est pas lui qui doit porter ça. Il peut se cacher, d'autres portent cette revendication. Si ça marche, il en profite. Mais moi, mon avis personnel, c'est qu'il ne faut pas supprimer la règle des 10%. Pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que la réforme, l'un des piliers de la réforme du système partisan tel qu'impulsé par le chef de l'État, c'est la règle des 10% là, qui a été trouvé comme un élément, quoique subjectif, contraint les partis politiques à viser les grands regroupements lorsque pendant 30 ans, ces formations politiques n'ont pas pu spontanément et par affinité idéologique le faire. Deuxième chose, lorsqu'on a déjà fait une élection législative, des élections communales et municipales, on a fait une élection présidentielle. Avec ce système-là, il faut faire très attention, il ne faut pas se lever et l'enlever. On peut retourner à la case départ. C'est-à-dire que le volet regroupement, là, on ne pourra plus avoir ça parce que dès que les 10% vont être sautés tout de suite, que vous prenez même le BR et l'UP, vous allez voir, les partis vont s'éclater. Il n'y a rien à faire parce que... Merci beaucoup. Oui, parce que, non, je n'ai pas de l'exclusion. Oui, il n'y a pas non plus un système où... Il n'y a pas non plus un système démocratique où les gens sont à 100% Merci beaucoup. Le libres. débat va se poursuivre. L'opposition aussi n'a qu'à se regrouper et faire les 10%. Les autres groupes partis vont faire les 10% et on va avoir une assemblée nationale différente où les voix seront plurielles là-bas. Merci vraiment, Julian Kitty. Je rappelle, vous êtes chroniqueur politique. Avec vous dans ce studio, Hilarion Kenyon, il est le directeur général de Défi Info. On a fait, bien sûr, le point de cette semaine au niveau de l'actualité. Merci à chacun et à tous d'avoir été avec nous. À vendredi prochain. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM, la 102.3, tous les vendredis à 18h, rediffusion dimanche 17h.